Merci. On va enchaîner sur la deuxième table ronde, dont la thématique est les représentants des usagers au cœur de l'hôpital. Les représentants des usagers au cœur de l'hôpital. Pour cette table ronde, je vous demande s'il vous plaît d'accueillir chaleureusement, comme vous l'avez fait tout à l'heure, Madame Danielle Bouvenot, présidente de la commission territoriale des usagers et de commission des usagers dans le Hainaut. Docteur Nathalie Cambier, qui est médecin coordonnateur HAD du Touésie. Madame Sandrine Giscarneux, directrice qualité et coordinateur risque au centre Oscar Lambré de Lille. Et Monsieur Yvon Lemarquand, représentant des usagers en commission médicale d'établissement. Et évidemment, on garde Pierre-Marie Lebrun. Alors, mesdames, messieurs, vous le savez maintenant, vous avez vu comment ça fonctionnait, vous avez toujours ces cartes émotions, n'hésitez pas à interagir, ça permet aux intervenants de pouvoir ajuster les propos en fonction de ce que vous voulez. On va faire 1 heure de table ronde et puis après on aura l'occasion d'aller déjeuner, je vous expliquerai ce qui se passera pendant la pause déjeuner. On va commencer avec vous, Danielle Bouvenot, donc vous êtes présidente de la commission territoriale des usagers et de commission des usagers dans le Hainaut. Vous êtes aussi RU, et en fait j'aimerais vous entendre sur pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné vous avez dit « moi je veux devenir RU ». Alors moi je suis complètement pas dans le monde de la santé. Déjà il faut le dire, un RU n'est pas obligatoirement quelqu'un qui a fait sa carrière en santé. Il peut venir d'ailleurs, et moi je travaillais à la caisse d'allocation familiale, donc vraiment rien de commun avec la santé. Et puis j'avais un papa qui était très actif dans pas mal de choses et qui m'a dit ben, « Tu viendrais pas avec moi, Daniel ?» J'ai dit oui. Donc j'ai commencé comme ça. J'ai pris un poste, puis 2. Après, je suis partie à l'UDAF. Et puis après, ben, quand on met le petit doigt dans l'engrenage et d'être représentant des usagers, c'est tellement quelque chose de passionnant. Et on n'a pas l'impression d'être un moulin à vent ou de pédaler dans la semoule, que ça prend aux tripes. Et de ce fait, voilà comment je suis devenue RU. On peut applaudir cette belle histoire. Et ces nombreux mandats, du coup. Et ces nombreux mandats, du coup. Je pense qu'avec mes mandats de RU et d'autres aussi, je travaille plus que lorsque j'étais en activité salariée. Et il y a des personnes qui confirment, hein. J'entends, ça c'est vrai, il y a des personnes qui confirment. Bravo en tout cas pour vos engagements. J'aimerais... tout à l'heure, Madame Trept nous a parlé du RADU que j'ai montré, qui sont présents. Comment est-ce... Voilà, c'est ça. Comment est-ce que vous faites, vous, pour travailler sur ce RADU ? Alors, sur le RADU, c'est un peu particulier parce que le RADU est envoyé aux établissements et c'est l'établissement qui remplit ce RADU pour toutes les questions auxquelles un représentant d'usager ne pourrait pas y répondre. C'est-à-dire, on vous pose des questions sur les formations du personnel, il y a des questions un peu qui concernent vraiment l'établissement et il y a aussi des questions qui concernent les usagers. Lorsque l'établissement a rempli ce RADU, donc moi où je siège, comment ça se passe, on vous propose, on vous envoie par mail les pages de RADU remplies et lors d'une CDU ou d'une réunion, s'il n'y a pas de CDU proche, lors d'une réunion que l'établissement propose, on relit tout ce qui a été marqué dans le RADU. Avant que ça reparte en consolidation. Avant, voilà. Et avant que ça reparte à l'ARS. Parce que de toute façon, le RADU doit être signé par la CDU. Pierre-Marie voulait réagir. Oui, parce que c'est ce qu'elle décrit tout à fait, c'est vrai. Mais c'est pas vrai partout encore, tout à fait. Donc il y a pas tout le partout. Monsieur Tumeret Ben, y a pas tout. Non, mais c'est bien qu'il y ait une séance de travail entre la CDU et ce qu'on va renvoyer pour le RADU. C'est pas tout à fait toujours vrai, mais c'est mieux quand ça a lieu parce que ce qu'il y a dedans est forcément plus juste. Donc on a bien compris en fait quand même que dans l'idéal, l'implication
des représentants d'usagers dans ce qui est remonté par le RADU. C'est l'idéal en tout cas. D'autant que les usagers font un rapport annuel, et donc il y a intérêt quand même à ce que le rapport annuel droit d'usager de l'hôpital, il ressemble un peu à ce que l'hôpital envoie pour le RADU. Il vaut mieux. Docteur Cambier, je le disais en introduction, vous êtes médecin coordonnateur HAD du Douaisis. Votre présence nous permettra de parler RU et HAD. Peut-être est-ce que vous pourriez nous partager la particularité justement des représentants des usagers en HAD. On imagine, quand on entend HAD, on connaît quelques complexités HAD, mais aussi donc pour les représentants d'usagers, ça doit être beaucoup de kilomètres, beaucoup de déplacements. C'est ça l'une des particularités ? Alors, la particularité, puisque... Collez bien le micro comme ça. Voilà. Pardon. Monsieur Tumrel disait que c'était important que les représentants des usagers soient sur le terrain. Alors nous, un terrain, on n'en a pas vraiment. Il faut savoir qu'en HAD, les soignants ne sont pas sur nos sites. Ils sont là très tôt le matin. Après, ils partent s'occuper des patients qui, eux, sont au domicile. Et les patients sont, chaque patient, a priori, à son domicile. Donc le terrain, on n'a pas vraiment... un temps où les représentants des usagers pourraient rencontrer facilement les soignants qui ne sont pas sur nos sites, sauf entre 14h et 15h, et les patients qui, eux, sont au domicile. Donc je pense que c'est ça qui doit entraîner peut-être une plus grande difficulté à analyser les problèmes en HAD. Après, nos représentants des usagers participent à toutes les sous-commissions dédiées à la qualité. Les sous-commissions sont communes à nos 5 sites. Alors, on a Cambrai, Douai, Calais, Saint-Omer, Dunkerque. Ça veut dire que les représentants des usagers vont peut-être à la commission douleur à Dunkerque, qui est très loin de chez eux. Ils vont aller à la commission nutrition à Saint-Omer, qui est très loin. Et donc, ça impose beaucoup de déplacements de la part des représentants des usagers. Et lorsqu'ils souhaitent rencontrer un patient, il faut contacter le patient, lui demander s'il est disponible, puisque à l'hôpital, les patients sont bien plus disponibles qu'au domicile. Au domicile, on a des patients pris en soins en HAD qui mènent une vie quasi normale. On a parfois des patients salariés qui continuent leur activité professionnelle, mais qui ont besoin de soins très techniques qui sont réalisés le soir. Donc pour rencontrer les patients, le RU doit, entre guillemets, prendre rendez-vous avec le patient pour qu'il puisse l'accueillir au domicile. Donc je pense que tout ça, ça doit complexifier un peu le rôle du RU. Mais on comprend quand même, à travers ce que vous dites, l'importance d'avoir aussi des RU en HAD. On entend dans ce que vous dites la proximité, le contact avec le patient. Il y a une vraie importance aussi. En fait, on a besoin des RU comme toute structure intramuros, si on peut les appeler comme ça, et c'est à nous de nous adapter pour qu'on ait le plus de temps d'échange avec les RU et que les informations remontent le plus rapidement possible aux RU pour qu'ils puissent très rapidement se rapprocher des patients. Il faut savoir que en HAD, le turnover de patients est très très rapide. On a des durées de séjour qui sont de l'ordre de 4 à 5 jours. Donc s'il y a une problématique avec un patient, il faut que rapidement l'information remonte vers le RU pour que tout de suite il puisse prendre rendez-vous avec le patient. Jusqu'à présent, vous nous l'avez dit, les RU n'étaient pas présents au sein de vos structures en CME. Ça a peut-être changé depuis, je ne sais pas, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors moi, je suis présidente de CME depuis 2 ans et je ne savais pas si ça avait été abordé avant que les RU souhaitaient être en CME. Donc j'en ai parlé, alors juste pour rappeler la CME, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Nous, on a une petite structure, donc en CME, on a l'ensemble des médecins, l'ensemble des pharmaciens qui sont en CME. On a notre directrice de filière HAD, notre direction générale et la présidence de l'union territoriale. Et on a aussi notre responsable qualité. Le règlement intérieur de la CME qui existait ne prévoyait pas la présence des représentants des usagers. Alors lorsqu'on m'avait posé la question, je m'étais dit, mais en CME, il y a beaucoup de redites par rapport à ce qui est dit aux sous-commissions. Et aux sous-commissions, nos représentants des usagers sont là, sont actifs. Donc je me suis dit, il y aura beaucoup de redites. Après, je m'étais dit qu'il y a beaucoup de choses très techniques. Comme on est une petite structure, lorsqu'on met en place des nouvelles prises en charge,
les procédures sont expliquées en CME et parfois c'est très technique. Et je me suis dit, est-ce que les RU ne vont pas s'ennuyer lorsqu'on va expliquer les nouvelles prises en charge, par exemple en chimiothérapie à domicile. Ensuite, je m'étais dit, les RU, bien entendu, sont à la CDU et notre directrice de filière est toujours à la CDU, je pense. Et je me suis dit, du coup, les informations, notre direction générale les a via notre directrice de filière. Puis après avoir mouliné tout ça dans ma tête, je me suis dit, rien de mieux que la communication directe. Effectivement, si nos RU sont à la CME, ils pourront nous donner directement les axes d'amélioration qui ont émergé de nos commissions et de nos sous-commissions, et aussi les difficultés rencontrées auprès des patients et sur les différents sites pourront être remontées directement à notre direction générale sans passer par notre direction de filière. Et je pense que plus on communique directement, et probablement que mieux on communique. Donc j'ai fait modifier le règlement intérieur il y a 2 semaines. Ça prend du temps, hein, toutes ces choses administratives. Et donc maintenant, les RU pourront être présents en CME. Et je pense que c'est une très bonne chose. Voilà, super. Merci en plus de partager ce... Voilà, et puis... D'autres personnes ont l'air de penser que c'est une très bonne chose. J'aimerais vous entendre aussi sur la notion de médiation et aussi sur la limite de fonction des RU. Alors la limite de fonction, j'avoue que j'ai un peu mal compris la question peut-être. Je vais vous dire ce que je pense. La gestion des plaintes et réclamations est chez nous comme dans tout autre établissement, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une plainte écrite, orale ou via les questionnaires de satisfaction, si on arrive à trouver l'identité de celui qui a rédigé le questionnaire de satisfaction, on va proposer une médiation, médicale ou non médicale, et on va systématiquement proposer la présence d'un RU. En tout cas, dans les faits, je trouve que beaucoup de patients ne souhaitent pas la présence du RU. Du coup, pareil, je me suis questionnée, je me suis dit, c'est très étonnant, puisque en tant qu'usager, si j'avais une plainte ou réclamation, j'aimerais avoir à mes côtés un représentant des usagers. Donc ma question, c'est, comme les patients ne sont pas sur site et que les RU rencontrent moins les patients que s'ils étaient peut-être comme à Saint-Amand avec M. Dupont, est-ce que c'est nos explications quand on appelle le patient pour lui dire « vous devriez être accompagné par un RU » qui ne sont pas claires? Est-ce que notre message ne passe pas? Ou est-ce que nos soignants qui ne sont pas sur nos sites, qui rencontrent les RU, surtout en sous-commission, ne savent pas présenter correctement le rôle des RU auprès des patients, des usagers, lorsqu'il y a des médiations? Et c'est là où je me dis, il y a probablement un manque actuellement chez nous pour qu'on n'arrive pas à solliciter plus ou à accepter plus la présence des RU auprès des usagers lors des plaintes et réclamations et lors des médiations. Cette question, on pourra la faire tourner à travers nos intervenants, et puis on vous questionnera aussi tout à l'heure sur l'acceptation finalement du patient d'avoir une représentante d'un usager lors d'une médiation. Madame Giscarneux, vous êtes directrice qualité et coordinatrice risque au centre Oscar Lambré de Lille. Pareil, peut-être d'abord de contextualiser RU, Centre Oscar Lambré, est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être comment cela fonctionne? Oui, alors merci pour l'invitation. C'est déjà une demi-journée très très intéressante et enrichissante pour moi en tout cas. Alors le Centre Oscar Lambré, donc on accueille environ 5400 nouveaux patients par an, donc atteints de cancer, et donc c'est assez complexe comme prise en charge. Et l'intervention de nos RU est pour moi et pour l'institution incontournable, de par leur regard, de par leur aide dans les médiations, dans les plaintes, les réclamations. Et c'est vrai qu'au Centre Oscar Lambré, on a quand même des spécificités. Comme vous le savez, on a des traitements un peu particuliers, la chimiothérapie. Donc effectivement, nous, on les a déjà fait impliquer. Tout à l'heure, on disait, bon, les repas, on sait que les repas, ça ne satisfait pas tout le monde. On peut donner la même chose à 2 patients. L'un dira que c'est pas assez, l'autre dira que c'est trop. Et pour nous, c'est important parce que les enfants, par exemple, et la dénutrition en cancérologie est hyper
importante. Ça impacte énormément la prise en charge des patients, mais surtout chez les enfants, la chimiothérapie ne donne plus envie de manger. Et effectivement, pour nous, c'était important d'intégrer donc au moins un RU dans notre commission nutrition pour justement avoir leur avis en fait sur tout ça, mais aussi les représentants des usagers interviennent aussi dans la relecture des documents. Nous avons énormément un important département de recherche clinique et nous avions un livret d'information patient et on a fait une enquête sur ce livret qui était, pour moi, je n'étais pas étonnée des résultats parce qu'effectivement, il y avait beaucoup d'acronymes, des termes sur les essais cliniques, etc., les molécules, incompréhensibles. Et donc, effectivement, nos RU nous ont aidés à vulgariser, en fait, et à simplifier les termes sur la recherche clinique en cancérologie. Et effectivement, nos RU sont incontournables dans notre système, en fait, et dans notre prise en charge et, pour moi, dans l'amélioration de la qualité de prise en charge de nos patients. On entendait M. Tumerel tout à l'heure dire vraiment la même chose que vous, se dire finalement ces représentants des usagers, c'est des véritables leviers de performance, d'amélioration de la qualité, et vous confirmez ça. Est-ce qu'il y a des axes sur lesquels vous dites, mais ok, il est encore nécessaire de faire évoluer l'action des représentants des usagers? Oui. Je pense qu'il faut clarifier certaines choses. En fait, on en parlera après, la distinction avec les patients partenaires, les bénévoles et les RU. Il y a des choses à clarifier parce que parfois ça peut aussi être, il n'y a pas une question de territoire, mais quand même il y a une question de rôle important, mais pour moi ils sont tous complémentaires. Effectivement, ensuite l'implication en CME, nous ils ne sont pas impliqués dans notre CME, et effectivement, mais moi je les implique énormément dans nos process de prise en charge, et même au départ, je suis arrivée il y a 20 ans au centre Oscar Lambré, déjà la qualité, la gestion des risques, c'était inconnu quand même en 2004 pour de nombreux professionnels de santé. Ça s'est amplifié, on a énormément d'évaluations permanentes, etc., où on doit faire intégrer aussi l'avis des représentants des usagers sur nos questionnaires de satisfaction, effectivement, et pour moi c'est incontournable de leur demander leur avis, mais aussi leur implication dans nos process de prise en charge et dans la gestion des risques. Parce qu'on sait, l'établissement qui dit qu'il n'a pas d'événements indésirables graves, c'est impossible. Des erreurs médicamenteuses, il y en a. Et nous, de façon transparente, on présente à chaque fois ce qui est évalué. Mais moi, c'est vrai que j'aimerais plus les impliquer dans l'analyse et la réflexion, cette analyse systémique, pour justement avoir leur avis et aussi apporter des axes d'amélioration permanents. On en a déjà parlé un petit peu, vous l'avez suggéré aussi. C'est revenu un peu sur la première table ronde, mais je pense que c'est important peut-être de profiter de votre présence pour faire la différence entre patients experts, représentants des usagers, parce qu'on a bien compris dans la première table ronde que ce n'était pas exactement la même chose, mais je pense qu'on a passé trop peu de temps sur l'explication. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence et comment ça se passe par exemple au centre Oscar Lambré? Alors, donc déjà les RU, chez nous depuis 2005, en fait, ils sont présents, ils sont actifs, Et quand même, la notion de patient expert, nous on les appelle les patients partenaires et aidants. Et donc en fait, c'est un comité qui a été créé récemment. Donc quand même, c'est une notion assez récente, nouvelle, et qu'il ne faut pas voir comme incompatible avec les actions menées par les RU. C'est complémentaire. Et moi, dans la certification, j'avais une crainte, en fait, que la Haute Autorité de Santé ne souhaite maintenant ne voir et n'interroger que des patients partenaires. Et en fait, ce n'a pas été le cas. En fait, les deux ont été rencontrés. Et cette vision complémentaire est hyper importante. Nos patients partenaires sont là aussi par rapport à leur vécu et tous ceux que nous avons recrutés, donc il y en a une douzaine en fait, ont tous vécu la maladie, que ce soit sur un cancer du sein, un cancer gynécologique, un cancer VADS. Et effectivement, ils ont une expertise, mais pas une experte. C'est pour ça, en fait, nous, on ne les appelle pas patients experts. C'est des patients partenaires qui peuvent rencontrer nos patients et les conseiller par rapport aux effets secondaires, à ce qu'il faut faire, pas faire, au retour à domicile aussi. Et effectivement, leur expertise est importante. Et les RU ont une autre fonction que l'on connaît tous ici et que je ne vais pas rappeler, mais qui sont dans l'implication des process, mais pour tous et pas pour une pathologie.
Du coup, je profite de l'interrogation de Nathalie Cambier tout à l'heure sur la difficulté parfois qu'un patient accepte la présence d'un représentant des usagers dans notamment des processus de médiation, mais ça peut être plus large. Est-ce que vous constatez ça aussi au centre Oscar Lambret ? Non. Non. En général, dans les médiations, les patients acceptent d'être accompagnés. Oui, Monsieur Doptin. Non, enfin voilà, c'est vrai qu'on a des médiateurs, un médiateur médical et un non médical. Et lorsque les patients souhaitent voir, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, cette affiche apparaît partout sur notre composition de notre CDU, et sur ça, il n'y a pas de crainte. Et non, la présence d'un représentant des usagers, il n'y a pas de réticence. Et c'est surtout lorsqu'il y a un décès, c'est pour les familles très aidant aussi. Merci. Monsieur Lemarquand, alors je suis obligé de reprendre mes fiches parce que vous avez plein d'actions. Vous êtes représentant des usagers dans 4 établissements, avec la particularité d'être en SMR et en hôpital, et vous siégez aussi dans une commission médicale d'établissement, donc vous allez pouvoir nous expliquer la présence d'un RU en CME. J'aimerais vous entendre déjà sur, notamment pour les personnes qui se posent la question dans la salle, de dire mais peut-être qu'un jour je serai RU, ça me tente, voilà. C'est quoi les bonnes qualités ? Il faut avoir quoi comme qualité pour être RU ? Alors d'abord, je vais d'abord faire une petite précision. Je siège dans 2 CME et non pas dans les 4 établissements. Comme ça a été dit ce matin, il y a encore un peu de frilosité dans certains établissements à ouvrir la porte des CME aux représentants des usagers. Alors, les qualités nécessaires, à mon sens, pour le patient, d'abord, vis-à-vis du patient, c'est d'avoir des capacités d'écoute qui nous permettent d'être le porte-parole, le porte-voix du patient. Vis-à-vis des différentes instances et groupes de travail dans lesquels nous participons, il faut avoir des capacités à dialoguer et à collaborer, puisque, en effet, l'objectif, c'est vraiment de travailler ensemble et de trouver des solutions pour améliorer la prestation offerte aux usagers. Vis-à-vis des autres RU, il faut avoir la capacité de travailler en équipe, surtout de pouvoir aussi ne pas oublier d'associer les suppléants, pour qu'ils soient toujours informés de la dynamique qui existe dans l'établissement. Et puis, il faut aussi, de façon générale, savoir oser, parce qu'il y a beaucoup de questions qui méritent d'être reposées, parce qu'il faut parfois insister pour obtenir des réponses sur des sujets qui sont un peu gênants. On a parlé ce matin de poil à gratter, c'est un peu de cet ordre-là. Et on entendait Madame Bouvenot qui nous disait tout à l'heure qu'il ne faut pas spécialement avoir une expérience ou un parcours ou une carrière dans le monde de la santé. Enfin, c'est vraiment ouvert très largement. Absolument. D'ailleurs, sur le mandat qui est en cours actuellement, la majorité des RU ne sont pas issus du monde soignant. Donc pour démarrer leur mission, il y a une formation obligatoire qui est proposée par France Asso Santé, qui est une boîte à outils qui permet de se sensibiliser avec l'organisation sanitaire et l'organisation des établissements, qui donne aussi des indications sur les rôles et missions des RU et quelques outils qui permettent de démarrer. Et effectivement, pour les personnes qui sont issues du soin, parce qu'il y en a, l'aspect connaissance des organisations et des structures est acquis dans la mesure où sont des professionnels ou ils ont été professionnels, mais il me semble important qu'ils puissent se dégager de leur posture soignante actuelle ou passée pour pouvoir vraiment être le porte-parole et se centrer sur le patient et pouvoir relayer son vécu d'hospitalisation, son vécu de parcours de soins, de parcours de santé. Et on a cru comprendre à travers votre exclamation tout à l'heure que pour vous, c'est important que les RU soient dans les CME. Absolument. Dans la mesure où nous relayons le vécu des hospitalisations, puisqu'il s'agit de l'hôpital. Et aussi, ça nous permet aussi à nous, RU, de nous actualiser sur l'actualité médicale de l'établissement, savoir les nouvelles consultations qui s'ouvrent dans l'établissement, les nouvelles spécialités qui arrivent, puisque nous sommes interpellés dans nos rencontres avec les patients sur les prestations de l'établissement. Alors, en préparant cette table ronde, vous m'avez expliqué la notion d'itinérance que vous avez mise en place. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire, cette notion d'itinérance ? Alors, l'itinérance, c'est simplement se déplacer dans les différents services de l'hôpital et aller à la rencontre des patients.
Alors c'est parti du constat tout simple, c'est que nous avons voulu mettre en place des permanences. Donc il y a eu une première permanence qui était annoncée dans les différents services et les patients étaient invités à venir, qu'ils souhaitaient, étaient invités à venir nous rencontrer. Ce premier rendez-vous, personne n'est venu. Le deuxième, personne. Le troisième rendez-vous, il n'y avait pas non plus de rendez-vous programmé. Et donc, on a proposé à la personne qui est chargée des relations avec les usagers d'aller visiter un service, ce que nous avons pu faire. Et là, on a rencontré des patients donc dans leur lit qui nous ont parlé de leur séjour, de leurs soins, de ce qui allait, de ce qui n'allait pas. On a trouvé que c'était une expérience assez positive. On a fait une petite restitution en CDU et on a proposé de mettre en place des rencontres mensuelles dans tous les services de l'établissement. Et ça a été effectivement validé par la direction de l'établissement et la CDU. Si on regarde les résultats maintenant, il est déjà suffisamment tôt par rapport à cette errance de regarder l'impact et le bilan que ça génère. Alors sur l'exercice 2024, nous avons rencontré un peu moins de 200 patients. Sur les 200 patients, il y a globalement 60% d'entre eux qui sont satisfaits des prestations et 40% qui sont insatisfaits. Donc ça peut concerner aussi bien l'alimentation, en effet, qui est un vrai sujet, mais pour lequel on n'a pas forcément de solution, mais aussi les installations, la maintenance, l'information, les relations avec le corps médical, les comportements soignants, etc., etc. Et c'est sur ces sujets-là, précisément, que nous travaillons pour essayer de mettre en œuvre des plans, des actions correctives pour éviter pour éviter que ces situations se reproduisent. Alors, vous intervenez aussi en SMR, donc soins médicaux et réadaptation, et au sein des hôpitaux, vous intervenez sur les deux. C'est quoi pour vous la différence des actions des RU si on regarde ces deux scopes, à travers ces deux scopes? Alors, il n'y a aucune différence. Les missions sont exactement les mêmes. Là, on est vraiment focalisé sur le droit des usagers, le respect des droits, leur satisfaction, et puis effectivement leur vécu du séjour et du parcours de soins. C'est exactement la même chose qu'à l'hôpital. Et ça nous permet aussi, par contre, en SMR, de recueillir, parce que parfois les patients ont un peu de timidité à s'exprimer pendant leur séjour à l'hôpital, et parfois on recueille des vécus un peu douloureux de l'hôpital en soins de suite et de réadaptation. Parce que les patients sont là plus longtemps, il y a une complicité qui s'installe, c'est bien cela? Tout à fait. Donc finalement, ce qu'on comprend bien à travers vos interventions à vous deux, c'est de dire, mais le RU, que ce soit en HAD, à l'hôpital, en SMR, finalement, il a le même rôle, quoi, l'écoute, l'attention, remonter ces informations, enfin, le rôle ne varie pas. Non, tout à fait, c'est exactement le même rôle. Comment est-ce que, avec la mise en place de la certification HAS, est-ce que vous avez vu le rôle des RU évoluer? Oui, il a évolué notoirement, puisque sur les précédentes itérations, il y avait des recommandations. Les RU peuvent participer, peuvent rédiger, etc., etc. Sur l'itération, sur la version 2025, ce sont devenus des attendus. J'ai pour exemple le rapport des usagers, le projet des usagers, qui doit s'appuyer sur le projet d'établissement et le projet médical. Et c'est un document qui est maintenant recherché lors de la certification. De la même façon, on recherche, les visiteurs de l'HAS vont mesurer l'implication des représentants des usagers dans la dynamique d'amélioration de la qualité, etc., etc. Pierre-Marie, ça avance dans le bon sens quand même, tout ce qu'on entend. Il a dit des choses très importantes, parce que dans ce qu'ils font là, il y a des endroits, il faudra attendre encore 10 ans pour que ça se fasse. Donc c'est pour ça qu'il faut bien écouter quand même, comme ça donne des idées. La CME, on n'y est pas tous à la CME, il ne faut pas se leurrer. On mesure l'importance à travers les propos, on mesure l'importance de pousser cette idée que le représentant d'usagers soit présent en CME. On l'entend, c'est assez clairement exprimé, je trouve. Oui, c'est pour ça que moi je suis sûr que le coup d'après, là, ils y sont tous. Mais il suffit d'attendre un peu. Mais voilà, il y a même d'autres organismes de direction dans un hôpital où on pourrait être présent. Bon, c'est pas une revendication absolue, mais il faut quand même se souvenir qu'au moment du Covid, on a tous été mis dehors de l'hôpital quand même. Donc ça, moi, je m'en rappelle bien. Les représentants usagers, alors pas toute la période, on est allé les rechercher en visio, tout ça, mais quand même pendant quelques mois, là où l'hôpital a dû se débrouiller, a dû faire preuve
de souplesse, voilà, passer au-dessus des appels à d'offres, etc. On aurait bien aimé être un petit peu présent aussi. On n'y a pas été du tout. Voilà, donc je pense qu'il faut s'en souvenir pour les coups prochains. Je ne souhaite pas du Covid à tous les coups, mais sans aller jusque-là, on a des gens, enfin moi je pense que dans les hôpitaux, il y a des gens qui sont décédés pendant le Covid. Il y aurait eu des représentants usagers quelque part dans le système. Il y a des choses qui seraient passées peut-être avec un peu plus d'humanisme que ça ne s'est passé. Voilà, donc il faut seulement s'en souvenir. Madame Bouvenot, vous avez dans la salle des personnes qui sont représentants d'usagers, oui. On le dit depuis tout à l'heure, hein, des personnes qui se posent la question. Quel message vous auriez envie de leur adresser aujourd'hui? Alors le message que j'aurais envie de leur adresser, c'est qu'il faut oser. Lorsqu'on est représentant d'usagers, lorsqu'on arrive, on a devant nous la direction qui quelquefois n'est pas Monsieur Tumrel, excusez-moi du peu. Il y en a qui se rapprochent très fort de Monsieur Tumrel, mais il y en a qui sont à un monde hors circonscription. Donc il ne faut pas hésiter, il faut insister, il ne faut pas lâcher prise. Ce n'est pas toujours évident, parce que quelquefois on nous répond « Ah ben non, vous les représentants d'usagers, vous ne pouvez pas ». Ou ben non, ce n'est pas votre rôle. Eh ben, notre rôle de représentant d'usagers, c'est de voir tout ce qui se passe dans l'établissement. En gros, je ne dis pas d'aller frapper dans les salles de médicales ou quoi que ce soit, mais vraiment tout ce qui se passe dans l'établissement, de se faire connaître surtout des usagers. Et ça, c'est le plus compliqué pour les directeurs d'établissement, à vous laisser circuler dans l'établissement. Parce qu'on vous dit « Ah, mais il y a le secret médical ». Bah oui, on sait qu'il y a le secret médical. De toute façon, lorsqu'on prend notre rôle de représentant d'usagers, on signe bien des documents qui disent qu'on n'a pas le droit de divulguer ou quoi que ce soit. Donc, il faut oser. Autre chose aussi, nous sommes 4 représentants d'usagers, 2 titulaires, 2 suppléants. Il faut, alors, dans la mesure du possible, comme disait Pierre-Marie, il faut se proposer ou en tant que président ou en tant que vice-président. Et il ne faut pas avoir peur. Justement, c'est ce qui avait été dit aussi à la table ronde précédente, que ça nous permet d'agir un peu plus facilement lorsqu'on est présidente ou même vice-président. Puisque le président, lorsqu'on est vice-président, nous envoie en premier, avant de les envoyer aux membres de la CDU, l'ordre du jour. Et c'est là qu'on peut discuter avec le président en disant « Ah oui, mais moi, je voudrais bien qu'il y ait ça qui se rajoute, ou je voudrais bien que ça se fasse. » Donc après, voilà. Et la chose aussi, c'est de demander à ce que les suppléants assistent obligatoirement au comité des usagers. Parce ça, c'est très, très important, ça. Oui, parce que, alors, si nous avons des suppléants qui n'assistent pas aux réunions, le jour où le titulaire est absent, il n'aura pas suivi le déroulé des précédentes réunions. Il va arriver comme un cheveu sur la soupe. Alors, certes, le titulaire, normalement, doit lui rendre compte de ce qui se passe. Il y a les comptes rendus qui lui sont envoyés. Mais moi, j'estime que rien de mieux que le présentiel. Donc, il ne faut pas hésiter à inciter et puis à exiger de toute façon. Il suffit d'une petite phrase dans le règlement intérieur pour dire que les suppléants doivent être invités et rémunérés de leurs frais de déplacement, puisqu'il y a les frais de déplacement qui sont payés par l'établissement. C'est fixé par barème, c'est fixé par l'État. Donc, surtout, ne pas hésiter à ce que ces suppléants participent. Merci. Docteur Cambier, même question. Finalement, si jamais vous aviez un message à adresser aux personnes qui se posent des questions sur leur rôle ou leur rôle demain. Moi, je pense qu'en tant que médecin, on a toujours le souci de bien prendre en charge un patient, mais on a vraiment un prisme de soignant. Ce prisme de soignant, on ne peut pas l'oublier. On est un peu parfois obnubilé par le réglementaire, le respect des procédures, et on oublie qu'il y a un patient dans sa particularité et qu'il faut sortir de temps en temps. Pas complètement oublier nos procédures, ça on ne sait pas, mais les adapter. Et je pense que d'avoir toujours ce regard avec un représentant des usagers, ça permet toujours d'avoir à chaque étape de la prise en soin du patient
un autre prisme, le prisme du patient en tant qu'individualité. Et c'est important que si à chaque étape de la prise en soin, on avait une réflexion avec le représentant des usagers, on pourrait toujours mieux prendre en soin le patient et dans tout son parcours, même après le parcours. Et ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que les représentants des usagers doivent être dans toutes nos sous-commissions. Chaque fois qu'il y a un problème, on doit pouvoir leur remonter l'info parce qu'ils auront un autre regard que nous pour chercher des solutions. Donc, en tant que soignant, on a besoin des représentants des usagers. Madame Escarneux, même question. Oui, vous pouvez l'applaudir. Hein. Absolument pas... Oui, pardon. Et effectivement, c'est pour moi, ce que disait tout à l'heure Madame, il faut s'imposer, mais il ne faut pas hésiter à challenger les directions, mais aussi les médecins en fait. Les infirmières, bon, voilà, elles seront un peu plus souples et je pense que voilà, mais pour vraiment s'intégrer, s'impliquer dans le processus de soins, c'est vraiment le mot d'ordre pour les RU que je donnerais, parce qu'en 20 ans, j'ai vu une évolution, certes, mais il y a encore quelques marches à gravir. Et effectivement, il ne faut vraiment pas hésiter. Et c'est vrai que tout dépend quand même du directeur général pour justement... C'est vraiment... moi, j'ai vu plusieurs mandats de direction et effectivement, c'est assez variable, on peut le dire. Monsieur Le Marquand, même question. Oui, moi j'ai envie de dire, engagez-vous pour tout simplement représenter l'usager dans sa dimension de sujet, de singularité, et puis aussi pour participer à la démocratie sanitaire et puis pouvoir agir sur les orientations et défendre notre système de santé qui est parfois, qui est souvent mis à mal. Merci. Je vais prendre quelques questions dans la salle. Peut-être avant, Pierre-Marie, qu'est-ce qu'on retient de cette table ronde ? Moi, ce que je retiens, c'est par rapport à la CME, quand même, c'est important. C'est une des façons de participer plus globalement à la vie de l'hôpital. C'est bon du service, ça c'est évident. Être présent dans la certification et surtout dans la préparation de la certification, c'est pas tout à fait pareil. On découvre pas mal de trucs dans la préparation. Et 2 petits conseils pratiques, ne pas oublier dans les réunions de CDU, la réunion annuelle avec les associations qui, elles, sont présentes souvent dans votre hôpital, votre clinique. Et je vous conseille aussi de monter une petite réunion de CDU où vous invitez les patients experts, patients partenaires, enfin tout ce type de patients qu'on voit moins et que c'est important que le lien avec la CDU se fasse quand même. Et il n'y a rien de mieux que de faire une réunion ensemble pour avoir un lien. Parfait. Alors, est-ce qu'on a des questions ? Oui, on a une question à droite, une question au vent, au centre, une question à gauche. On commence là-bas ? Ah ben voilà. Ah, bonjour. Bonjour, allez-y. Donc, Ghislaine Lefebvre, représentant des usagers au CHU d'Amiens. Donc, moi, je voulais poser la question par rapport à ce que vous indiquiez pour réaliser donc le rapport d'activité. Est-ce qu'effectivement, on parle de l'ensemble des RU et pas que du président, donc, qui est RU aussi ? Et donc, autre question, au niveau de la CME, effectivement, est-ce que c'est possible aussi que ça soit plusieurs RU qui soient présents, parce que c'est vrai que c'est toujours une instance un peu compliquée et donc voilà, qu'on soit à 2, c'est toujours mieux. Merci pour votre question. Sur le RADU. Alors sur le RADU, il est signé par le président, mais il doit être présenté en CDU, donc à tous les représentants d'usagers et non pas qu'au président. C'est normal. Comment ? Est-ce que vous travaillez avant ? Est-ce qu'il y a un travail de coécriture avant ? Franchement, non. Franchement, non, parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des questions auxquelles le RU ne pourrait absolument pas répondre. Puis comme Christine a dit tout à l'heure, le RADU, il y a des questions qui feraient pas mal d'être réactualisées, qui sont plus tout à fait pertinentes. Et dans la deuxième question, il y avait... voilà, c'est ça. Est-ce qu'il pourrait y avoir plusieurs RU dans la CME ? C'est bien cela, hein ? Moi, je pense que c'est important qu'il y ait plusieurs RU dans la CME, et notamment parce que parfois, le président des CDU est plus un membre de la direction qu'un RU.
Donc je pense que c'est important qu'il y ait plusieurs représentants des RU. Et enfin, moi, c'est comme ça qu'on a modifié le règlement intérieur, en sachant que pour poser une date de CME, vous savez que c'est très compliqué, hein. Il faut tenir compte des emplois du temps de tout le monde. Donc si on met la possibilité de plusieurs RU, ça laisse la possibilité qu'il y en ait au moins un en réunion. Allez, question suivante. On va aller à gauche tout là-bas et on pourra... Oui, après là. Mais là-bas, je vous écoute, madame. Oui, moi je suis Elisabeth Corral et je suis représentante des usagers à l'hôpital de Fourmies et présidente de la CDU depuis 2019. J'ai été renouvelée. Donc, ce n'est pas une question, mais ce sont une expérience que je voudrais partager. Avec plaisir. Donc, le RADU, parce qu'on en parlait, nous y participons avec la direction. Et bien sûr, c'est présenté après en CME, en CDU. La CME, nous y sommes aussi. Nous sommes dans toutes les instances. Nous ne sommes pas au directoire, puisque personnellement, je suis déjà au conseil de surveillance, qui est une autre nomination. Donc, étant RU en conseil de surveillance, on ne peut pas être à la fois au directoire. Donc, pour l'instant, il n'y a personne qui s'est proposé parmi nous. Alors, ensuite, je pense que quand on est au conseil de surveillance, parce que j'en parlais, on doit aussi transmettre les informations du conseil de surveillance aux collègues qui sont RU en CDU. Nous, on a la chance que je sois aux deux. Donc, on transmet les informations d'un côté et de l'autre. Tous nos suppléants, les suppléants sont en CDU. Ils participent à toutes les organisations. Pendant le Covid, Jean-Marie Lebrun, Pierre-Marie Lebrun, nous étions aussi à l'hôpital. On ne nous a pas fermé les portes. On est allé parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des gros soucis avec l'EHPAD, qui fait partie de l'hôpital, et que les urgentistes ne voulaient pas prendre les patients à l'hôpital, aux urgences, qui pouvaient, bien sûr, au-dessus de 75 ans, ils ne voulaient plus prendre personne. Donc, on a fait réintervenir et réactiver le comité d'éthique, qui n'existait plus, pour remettre tout ça à zéro. Enfin, je passe un peu en revue. À l'hôpital, nous avons un badge chacun, et nous pouvons aller dans les services, bien sûr, en respectant le travail du personnel médical et de tout le monde. Nous pouvons aller dans les services quand nous voulons, comme nous voulons, le badge nous permettant d'ouvrir les portes même quand elles sont fermées. Nous avons réussi, en tant que RU, à aider le service de psychiatrie de l'hôpital à avoir un médiateur père aidant dont la formation est payée par l'ARS et qui est en formation actuellement, 1 semaine par mois sur la faculté de Bordeaux et qui est 3 semaines dans les services et qui va être un relais à l'extérieur pour les patients qui sortent de l'hôpital et qui souvent, quand ils sortent de psychiatrie, ils n'ont pas de relais en ville, c'est très compliqué, ils perdent un petit peu le soin et ils reviennent en hospitalisation. Alors le fait d'avoir un relais à l'extérieur, ça va peut-être permettre aussi qu'ils soient moins souvent réhospitalisés et laisser des places pour les patients qui en auraient besoin. Nous avons aussi une permanence à l'hôpital, tous les jeudis après-midi. Aujourd'hui, c'est pas moi qui y serai, ça sera un collègue qui sera là-bas. Voilà. Et nous avons aussi une association Blues Rose qui vient à l'hôpital par notre intervention RU. Donc, comme a dit Madame Bouvenot, il faut oser. Il faut y aller, il faut y croire, il faut vraiment être là, il faut s'investir beaucoup. Les EHPAD maintenant, l'EHPAD de l'hôpital, depuis qu'on est là en 2019, l'EHPAD fait partie de l'hôpital et toutes les plaintes, tous les problèmes du CVS remontent aussi en CDU. Et les plaintes et réclamations sont traitées en CDU aussi. Voilà, enfin, je voulais absolument participer pour pouvoir dire tout ce qu'on faisait. Mais oui, merci pour ce retour. Parce qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes à faire et il faut absolument que les gens s'investissent, deviennent RU. Et après, il y aura une autre question que je voudrais poser, c'est pour poser des associations. Attendez, on veut juste vous répondre ici. Il y a juste quelqu'un qui veut vous répondre. Je voudrais juste vous remercier parce que c'est la raison pour laquelle on fait cette journée. C'est vraiment ces partages d'expériences. Vous pouvez garder. Madame Trepte voulait vous répondre. Madame, je voulais revenir sur les RADU parce que je crois qu'il y a confusion de genre. C'est-à-dire un établissement sanitaire répond à un questionnaire qui vaut rapport d'activité concernant le droit des usagers qui doit être présenté en CDU. La CDU ne travaille pas au RADU. La seule chose que nous demandons, c'est que le représentant des usagers, qui est président ou vice-président de la commission, présente ses RADU
à la CME au minimum. Après, concernant la participation à la CME, elle n'est pas obligatoire. Il faut qu'on soit conscient. Les établissements, et je remercie Dr Combier, si ça a été fait ici, des établissements, M. Tumrel, vous êtes ouvert, oui, mais c'est toujours, je pense, c'est aussi une question de personne. On est dans l'humain aussi et de compétences. Il y a un moment, je pense, on n'a pas intérêt d'insister en disant on va en masse, on va voir, parce que premièrement, on brouille le message. C'est très subtil quelquefois, il faut s'adapter. Mais concernant le RADU, ce n'est pas les CDU qui travaillent au RADU. Ça n'a rien à voir, ça concerne la commission territoriale des usagers et la commission spéciale des droits des usagers à la CRSA de Hauts-de-France. Voilà, merci. Merci pour cette complément, enfin pour ce complément d'information. On va prendre une question là pour éviter de. Si vous avez une question très courte. Ah, juste, madame, il faudra juste vous donner le micro. Je reviens vers vous. On va prendre une question là, et puis après vous descendrez. On va prendre deux ou trois questions. Le micro, il est là, et après on vous descend le micro. Alors, on prend plusieurs questions là. Oui, bonjour, Annette Disselkamp, représentante des usagers à l'EPSM de Flandre et présidente de la commission. J'ai la question suivante. Moi, j'ai découvert qu'il y a des fois comme un gouffre entre le ressenti, le vécu des patients et la logique de la direction. Et là, je parle en particulier des critères de qualité. Donc, je découvre que, bon, là, c'est le PSM en psychiatrie, c'est peut-être différent du reste. En tout cas, je découvre que les critères de qualité ne correspondent absolument pas du tout à ce que les usagers attendent. Un usager, je suis naïve, j'attends, je vais à l'hôpital, je me sens mal, je sors, je me sens mieux. Or, je découvre que c'est absolument pas, ça ne correspond pas du tout aux critères qui sont affichés. Alors, on découvre même des choses qui, à nous, paraissent complètement macabres. Donc, je vois lister les événements gravement indésirables graves. Je vois donc une ligne, une tentative de suicide ou un suicide. Et la ligne en dessous, je vois, à mon grand effroi, un chariot de médicaments qui s'est renversé. Et là, je me dis, mais il y a vraiment un gouffre entre notre vécu et ces critères de qualité. Et ma question, est-ce qu'il y a des efforts de la part des autorités, parce que ce n'est pas le PSM qui invente ces critères, il y a aussi évidemment le nombre de flacons d'alcool hygiénique. Bon, le malade qui souffre énormément s'en fout pas mal. Est-ce qu'il y a eu 10 ou 20 flacons de dépensés? Donc, est-ce qu'il y a des efforts pour rapprocher la logique d'évaluation de la qualité au vécu des patients? Gardez la question, on va en prendre plusieurs, mais donc du coup, là, on est sur une question d'évaluation de la qualité versus les attentes des patients. On va prendre cette question et vous... Après, on descend, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et puis après, on montera là-haut. Et après, encore une fois, vous aurez plein de temps. Je pense que est-ce que vous êtes tous là avec nous ce midi pour déjeuner? Oui? Tout le monde est là? Ok, donc du coup, vous pourrez poursuivre aussi les échanges sur l'heure du déjeuner. On prend une question encore? Oui, je voudrais remercier Mme Cambier qui a insisté sur la particularité de la représentation des usagers en HAD, parce qu'effectivement, il est très très difficile de rencontrer les patients. Non seulement il faut prendre rendez-vous, mais il faut aussi avoir conscience qu'on s'introduit chez le patient. Donc, quelque part, il y a une question de préservation de l'intimité. Et puis, d'autant plus, comme vous l'avez précisé, Mme Cambier, on est souvent sur des séjours courts. Ce qui fait que, très, très difficile d'organiser ces rendez-vous. Alors, il y a peut-être là une explication aussi de l'absence de demande de présence des RU dans les médiations, parce que effectivement la connaissance, ils ne l'ont qu'au travers des soignants. Je doute pas que au moment de la prise en charge en HAD, notre rôle soit présenté, mais il y a une telle masse d'informations à recevoir de la part du patient que c'est peut-être pas forcément cette information-là à laquelle il
y prêtent le plus d'attention. Merci, monsieur. Je voudrais revenir aussi sur la nécessité d'avoir de nouveaux candidats RU. C'est que quand on dit il y a 85% des postes qui sont pourvus, moi, mon expérience, dans un premier temps, on était 4 sur mon premier mandat. À l'époque, j'étais suppléant. J'assistais effectivement au CDU, mais j'étais seul. Aujourd'hui, je suis titulaire, je suis vice-président. Suite à plusieurs appels à candidature, il y a un deuxième titulaire qui a été désigné, je ne l'ai jamais vu. Voilà. Alors il faut aussi que les personnes qui se présentent, qui candidatent, jouent le jeu, quoi, et participent effectivement à leur présentation. Merci monsieur pour ce message. On va donc du coup répondre quand même sur la question de qualité, les critères versus l'attente des usagers pour madame, en quelques mots. Non, moi je voulais répondre à monsieur. Répondez à monsieur, on trouvera. Ouais. Mais je crois que c'est Pierre-Marie qui va répondre pour la version qualité. Je vous laisse répondre à monsieur. Donc je voulais dire à ce monsieur que c'est vrai que pour les médiations, lorsque c'est en HAD, c'est très compliqué parce qu'il faut que la personne puisse accepter de recevoir une personne étrangère qui ne soit pas soignant chez elle. Alors, pour raison que je suis aussi représentant des usagers en HAD, je me suis déjà rendue à plusieurs reprises en médiation au domicile du patient. Et d'autre part, il faut savoir aussi que même si le patient ne souhaite pas qu'un RU accompagne la médiation, automatiquement, les médiations doivent être rapportées en CDU. Et toutes les médiations qu'il y a eu doivent être rapportées en CDU. Et s'il y a quelque chose qui ne plaît pas tout à fait ou qu'il y ait quelque chose à rajouter, possibilité aussi au RU de dire est-ce qu'il serait possible de renvoyer un courrier avec telle indication ou telle indication. Et généralement, c'est bien pris puisque de toute façon, le RU, pour moi, c'est toujours dans un aspect de bienveillance. Voilà. D'autre part aussi, alors à l'établissement où je suis, ils ont un EHPAD et une masse. Donc, ils ont tout simplement proposé à ce qu'il y ait un représentant d'usagers qui siège au CVS de la masse et au CVS de l'EHPAD. Masse, maison d'accueil spécialisée. Donc, automatiquement, il y a un représentant qui siège à la masse et un représentant qui siège à l'EHPAD au CVS. Très bien. Ça ne se passe pas partout comme ça. Ça ne se passe pas partout comme ça. Pierre-Marie, sur les critères d'évaluation qualité notamment. Un petit mot sur la médiation d'abord. Une bonne médiation, quand il y a un représentant usager qui est souhaité, c'est bien. Mais on peut aussi avoir une très bonne médiation sans représentant usager. C'est-à-dire que si la qualité de la médiation, elle dépend quand même beaucoup du médecin médiateur. Faut être honnête. J'en dis pas plus, mais voilà. Donc, sur la qualité... Alors là, c'est un peu plus compliqué encore, parce que la qualité, finalement, c'est nouveau un peu pour les représentants usagers de s'intéresser à la qualité. Donc on voit bien que les structures, ça dépend où on est, dans quel hôpital, dans quel service, tout ça n'est pas encore bien rodé. Mais globalement quand même, si vous demandez à faire partie des organismes qui s'intéressent à la qualité ou à la certification, etc., c'est une des façons quand même de rapprocher ce que vivent les patients par rapport à ce que pense l'usager. Mais je reconnais que c'est assez long, que c'est un combat permanent, mais que c'est un combat qu'il faut mener. Et puis après, il y a un directeur qui n'est pas tellement pour, un chef de service, et puis celui d'après, il sera plutôt pour. Donc il faut profiter. Donc n'oubliez pas que les RU, vous êtes là pour 20 ans, et que les directeurs passent, ils sont là pour quelques années. Mais dans 20 ans, je serai mort. Et donc c'est une question de cycle. Allez, on prend encore 2 questions ici. Une question là-haut. Oui, je vous ai vu. On n'ira pas manger sans vous poser votre question et après on ira manger. On prend 2 questions là. Là, après on va manger. Et cet après-midi, on aura encore plein de questions-réponses. Gardez-les. Monsieur. Donc bonjour, Pascal. Je suis membre de l'association Étoile Bipolaire, donc une association sur la santé mentale. J'ai un trouble bipolaire, donc je suis usager. Et j'aurais 2 questions basiques, mais qui sont super importantes pour répondre aux personnes qui veulent être RU. Nous, on a eu l'agrément il y a quelques jours et la question ne se pose pas. On s'est battu pour avoir l'agrément. Il y a 3 personnes dans l'association qui sont prêts à devenir RU, même ils sont demandeurs. Mais
La question basique, c'est pour aider les personnes à devenir RU, c'est est-ce qu'il est possible d'inviter une personne qu'on pressent avec des compétences pour devenir RU à un CDU, à une commission des usagers. Alors, Madame Trepte dit non, comme ça on vous répond tout de suite. Pour moi, ça s'est passé comme ça dans le passé. Monsieur, non, c'est nominatif. Noémie Paulin disait tout à l'heure que ce n'est pas arrêté du directeur général de l'ARS. Les gens sont nommés. Maintenant, ça appartient à l'établissement. Si l'établissement, je vous dis toujours, c'est une question d'humaine, si l'établissement accède à la demande, il prend ses responsabilités, mais officiellement, ce n'est pas... Et c'est très lourd parce qu'on ne connaît pas, M. Tumerel, je vous rejoins là-dessus, mais ce n'est pas possible. Officiellement, légalement, ce n'est pas possible. Vous avez la réponse légale. Et au niveau de France Assos-Santé, est-ce que vous considérez que le président d'une CDU peut inviter? Peut inviter. Ben non, c'est là. Bon, c'est un petit peu compliqué cette question parce que en fait, bon, vous avez détecté des gens capables d'être RU. Oui. Peut-être bien que quand ils vont demander, ils vont pas être choisis parce que bon, voilà. Mais ça, bon, parce qu'on aura trop, par exemple, dans l'établissement, j'en sais rien. Mais ce que je veux rajouter, c'est que moi, ça s'est passé comme ça. J'étais invité à une CDU parce que j'étais détecté comme membre d'une association d'usagers pouvant apporter des choses et j'avais été invité par le directeur de l'époque. Alors quand vous dites ça change. Et en fait, dernièrement, un RU, donc j'avais travaillé avec lui quand j'étais invité, et on a de forts liens, souhaitait que je vienne intervenir dans les RU comme j'avais intervenu dans le passé. Donc il a un petit peu poussé la directrice de l'établissement à m'inviter. Moi, je pense que le président de CDU, si bon, il est usager, il peut parler à la directrice ou le représentant et ça va marcher. Enfin, très franchement, mais c'est pas une règle absolue, quoi. Donc c'est un petit peu. La possibilité existe. Alors d'après, si on résume, pas légalement, et c'est une question de relations humaines. Apparemment, c'est ce que je comprends. C'est le directeur. Il faut absolument l'accord du directeur d'établissement. Même si le président de la CDU est un représentant d'usagers, il va intervenir auprès du directeur de l'établissement, mais il faut absolument avoir l'accord du directeur de l'établissement pour qu'une personne qui ne soit... Pardon ? Étrangère. Oui, j'allais dire étrangère. Je ne voulais pas dire étrangère. Voilà, pour qu'une personne étrangère participe à la CDU. Mais ça peut éventuellement être possible. Une autre question, c'est combien de temps prend un poste de CDU sur le... 3 ans. Non, mais en termes de charge de travail sur un an. En charge, alors, Une estimation, hein. Je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsque j'étais salarié, alors, il est vrai aussi que j'occupe plusieurs postes en tant que ou président ou vice-présidente ou suppléante aussi dans les CDU. Je suis aussi au CTS, Conseil territorial de santé du Hainaut, et donc je suis présidente aussi de la CTU. Donc j'ai pas mal de mandats, et si je fais le total des heures que je passe pour les CDU, je prends plus de temps que si je travaillais à mes 35 heures semaine pendant le temps que j'étais salarié. Et si on essaie de le mettre après, il faut savoir aussi que la CDU se réunit 4 fois par an. Ouais. Donc, si vous voulez faire que la CDU à vous réunir 4 fois par an, c'est possible. Mais si vous êtes dans la CDU la première fois, comme on disait ce matin sur la table ronde, la première fois, on écoute, la deuxième fois, on se dit, ben, tiens, je vais dire ça, et la troisième fois, on pose ses jalons. Et puis, quand on entre dans la CDU, après, on se dit, ben, pourquoi je n'irai pas au CLUD, le comité contre la douleur? Pourquoi je n'irai pas là? Pourquoi j'irai pas là? Et pourquoi j'irai pas voir les patients dans les services? Et pourquoi que... Donc après, on met le petit doigt, et quand ça plaît, et quand c'est forcément... Enfin, pour moi, ça me plaît, ça m'intéresse, donc forcément, je passe beaucoup de temps.
Peut-être que Madame d'autres Bouvenot. représentants d'usagers en passent moins. Voilà, Madame Bouvenot, si jamais on voulait répondre précisément à la question au-delà du cumul des mandats, si jamais, donc, ce que j'entends comme question, c'est combien de temps prend l'activité RU avec, comme vous conseillez toutes et tous de prendre aussi la présidence ou la vice-présidence de la CDU, du coup, combien de temps par semaine pour les personnes qui s'interrogent finalement? Prévoyez une journée par mois, sauf l'été. Pour faire le minimum de ce qu'il y a à faire, quoi. Le minimum, vraiment Donc, le minimum. une journée par mois minimum. Alors, du coup, on va prendre encore des questions là et monsieur veut intervenir. Alors, après, vraiment, on va manger, parce que vous allez m'en vouloir après de ne pas avoir assez de temps pour manger. Allez, on vous écoute, monsieur. Vous vouliez poser la question tout à l'heure déjà. Je me dépêche. Bonjour à tous, Tristan Dagonet, je suis directeur général adjoint dans la communauté de communes du Sud-Artois à Bapaume. Rapidement, alors on a bien vu que dans votre discours, la réussite des représentants d'usagers, c'est à la fois effectivement des RU qui sont pugnaces et qui sont actifs et qui ont envie, mais en face, il y a aussi un directeur qui visiblement doit être ouvert. Et on a des exemples ce matin, visiblement, de directeurs qui sont très ouverts sur la question. Ma question, elle est simple. Et pour les autres qui sont peut-être un petit peu moins vertueux, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les leviers que vous avez d'action? Est-ce que l'autorité ARS peut faire quelque chose? Comment ça marche? C'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine de pouvoir convaincre la direction de notre bien fondé et de notre place. Il faut remettre tous les jours son ouvrage sur le tapis. Dans les très grands établissements, il n'y a pas que le directeur quand même. Il y a un entourage du directeur et on doit pouvoir nouer des contacts avec tel ou tel qui n'est pas forcément le directeur de l'hôpital, mais qui est un chef de service, tout ça, et qui favorise cette relation. Alors, attendez, parce que là, il y a plein de questions. Donc, il y a monsieur Tumrel qui veut absolument intervenir. Le directeur n'a pas plein pouvoir, bien au contraire. C'est-à-dire que quand le directeur ne marche pas, le représentant des usagers a, lui, des pouvoirs. Il a le pouvoir de saisir le président du conseil de surveillance, le politique, qui va lui dire « Moi, j'aimerais bien, monsieur le directeur, que vous le fassiez. » Et il sera obligé de le faire. Il a le pouvoir de saisir le directeur général de l'ARS. Je rappelle que les directeurs sont sous les ordres du directeur général de l'ARS. Et si un RU téléphone au directeur de l'ARS, je pense qu'il va vite nous appeler pour nous dire « Vous rentrez dans... » Donc, le directeur n'est quand même pas maître de tous les pouvoirs, bien au contraire. Il a aussi, lui, ses propres chefs, et notamment son président de conseil, le politique, et le directeur de l'ARS. Voilà, donc ça. Et tout à l'heure, par rapport à la responsabilité, de faire venir quelqu'un qui n'est pas... c'est une lourde responsabilité pour un directeur. Si une information venait à fuiter sur quoi que ce soit, il va au tribunal directement. Donc il faut savoir quand même que ce n'est pas une responsabilité simple à prendre. Merci, monsieur Tumrel. Et monsieur, vous aurez la dernière question de cette matinée. C'est pas une question, c'est deux remarques. En général, on m'entend, mais ça marche pas. Alors en fait, je vais vous expliquer parce que je ne l'ai pas encore expliqué depuis ce matin, vous me donnez l'opportunité de le faire. Vous êtes donc du coup, cette conférence et les questions sont filmées et seront retransmises sur les plateformes pour permettre à des personnes qui ne pouvaient pas venir aujourd'hui, d'où l'utilisation du micro absolument nécessaire pour que les personnes qui vont regarder ça en replay puissent vous entendre. Monsieur, vous avez la parole de façon courte, s'il vous plaît. Olivier Doptin, vice-président de France Asso Santé. Je vais faire un rappel législatif et une information. Le rappel législatif, ce matin, on a parlé de futur RU et on a parlé qu'on est beaucoup des retraités. Je rappelle qu'un salarié peut avoir, puisque c'est une disposition législative, quelqu'un qui est salarié peut avoir une absence, je sais plus, je suis en train de chercher le terme, ça va me revenir, mais donc un congé de représentation, c'est des choses qui, dans le monde du travail, existent et après, ça se négocie. Mais en général, ça existe. C'est très peu utilisé par les gens du monde du salarié, mais c'est des choses qui existent. Donc le texte, il existe. Le tout étant le deuxième. La deuxième chose, pour répondre au monsieur qui est derrière la dame, voilà, sachez qu'à France Asso Santé, nous organisons, et je pense qu'on va le faire sur le deuxième semestre 2025, à ma tête, parce que le renouvellement des RU, c'est ici en décembre 2025, on organise des demi-journées de sensibilisation qui s'appellent « Et si je devenais RU ?» Donc, pour répondre à votre question, pour que ça soit à monsieur, à l'agent, si vous avez des gens qui ont une sensibilité ou qui se posent la question, venez. On le fait en général une demi-journée et on le fait aussi en webinaire. Ça permet, alors j'ai pas la date en tête, mais ça permet quand même de dire qu'est-ce que les RU, que voilà. Donc, c'est deux outils qu'on a mis en place pour que quelqu'un qui se pose des questions. Et la dernière chose, je reviens à ce que dit monsieur Tumrel, il y a dans une commission des usagers des membres de droit, qui sont les gens qui, de toute façon, font partie de la commission des usagers. Mais le directeur
de l'établissement, bien souvent, s'il préside une commission des usagers, il invite bien souvent, si c'est le président, même que ça, il invite des gens en plus qui sont souvent des gens des associations qui sont dans l'établissement. Donc, quelquefois, on a des invités qui sont des gens qui font partie de l'établissement parce qu'ils représentent une association. Je pense particulièrement, puisque avec Madame au centre Oscar Lambret, il y a l'association Le Choisir l'Espoir, qui est une association qui travaille beaucoup avec les enfants. Elle est parfois invitée à la CDU parce qu'elle a des choses à dire. Elle apporte quelque chose, elle apporte un sujet. Voilà. Mais tout ce qui est quelqu'un qui serait invité à l'extérieur de l'établissement, M. Tumrel l'a rappelé, ce n'est pas possible. Merci. Allez, on peut tous vous applaudir. Et maintenant, je vais vous expliquer ce qui va se passer ce midi. Donc, ce midi, pendant l'heure du repas, on vous propose l'heure du repas la plus efficace que vous n'ayez jamais connue, puisque vous aurez la possibilité de rencontrer 13 structures, associations, projets en 1 heure. Je résume, vous allez pouvoir rencontrer 7 associations agréées dans le domaine de la santé. France Asso Santé, l'ADEP hier, France Rhin Nord-Pas-de-Calais, Aide HDR, Aide Hauts-de-France, UNAFAM Hauts-de-France, UFC Que Choisir de l'Artois, AFM Téléthon Hauts-de-France. Donc ça, c'est les associations qui seront présentes et vous allez voir dans la salle dans laquelle on va vous inviter à déjeuner, ils auront des petits stands et on vous invite à aller les rencontrer pour notamment poursuivre les débats qu'on a là. En même temps, vous allez pouvoir rencontrer 6 projets en lien avec la thématique de la journée, récompensée notamment par l'ARS dans le cadre du label droit des usagers de la santé et de l'appel à l'initiative démocratie en santé, les 2 appels qui ont lieu en 2024. Ces projets sont le centre hospitalier d'Armentières. Ils vous expliqueront ce qu'ils ont fait, ils vous expliqueront aussi, ils vous donneront peut-être des conseils et des informations pour vous, les RU et vous, futurs RU. Donc, le centre hospitalier d'Armentières, le CH de Denain, le CHU d'Amiens, France-Rhin-Picardie, établissement Sainte-Barbe, les hôpitaux publics de l'Artois et le PSMDA. Donc, ils seront là. Donc, comment ça va se passer? Vous allez voir, vous allez rentrer dans une salle. Et dans la salle, vous aurez des petits stands et vous allez pouvoir parcourir. Ces stands, ils sont là, ici, à l'écran. C'est le plan, vous voyez, donc c'est comme ça que ça va se passer. Dans votre tote bag, ce fameux tote bag, votre boîte à outils, votre mallette magique, vous avez eu un petit carton qui s'appelle le Forum des initiatives. Ce qu'on vous invite à faire, c'est lorsque vous rencontrez quelqu'un ce midi, lorsque vous allez au dialogue avec une personne, vous avez une petite case à côté du logo, on vous invite à aller recueillir un tampon, une signature, comme quoi vous êtes passé. Lorsque vous reviendrez, on utilisera cette urne qui est juste là. Donc quand vous entrerez, vous pourrez mettre cette carte Forum des initiatives et on recommencera l'après-midi par un petit moment ludique. On tirera au sort et on récompensera 3 personnes qui ont participé au Forum des initiatives. Merci de jouer le jeu parce que les associations... C'est ça. Et les 3 premiers prix auront le droit de revenir l'année prochaine. Voilà. Et peut-être même, Madame Trèfle, je ne sais pas, on pourrait même aller plus loin, peut-être même qu'on pourrait leur réserver dès à présent un siège pour l'année prochaine. À Arras, voilà. Donc du coup, voilà, c'est ça. Alors du coup, merci de jouer le jeu parce que vous doutez qu'il y a des associations qui font l'effort de venir présenter leur activité à vous et donc du coup, allez les voir, allez à leur rencontre. Ce temps de dialogue, il est vraiment important. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur la pause du midi. Je vérifie de n'avoir rien oublié. Il me reste, s'il vous plaît, à remercier Daniel Bouvenot, Dr Nathalie Cambier, Mme Sandrine Giscarneux, Monsieur Yvon Lemarquand. Merci de les applaudir. Évidemment, je vous demande d'applaudir notre grand témoin du jour, Pierre-Marie Lebrun, qui joue son rôle à la perfection. Je vous souhaite donc un bon appétit, une bonne pause déjeuner riche d'échanges et de dialogues. Et on se retrouve dans cette salle à 13h45.